voilà, ce film, il y a eu 6 semaines de tournage, et sur les 6 semaines de tournage, il y en a quand même 3 qui ont été tournés à Rennes. Donc, voilà, c'est un film qui a été tourné principalement à Rennes, évidemment ça ne se voit pas. C'est la magie du cinéma. Mais voilà, par exemple, quand elle se penche à la fenêtre et qu'elle voit la Tour Eiffel, la fenêtre, elle est rue Saint-Georges, et, voilà, et la Tour Eiffel est à Paris. Donc voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Donc voilà, tous les intérieurs de Paris sont tournés à Rennes. Voilà, et donc il y a plein de Bretons aussi qui ont travaillé sur ce film. Il y a une trentaine de Bretons qui ont travaillé sur ce film. Chaque fois que je produis mon film ou que je coproduis un film, je suis très attentif à ça, à pouvoir permettre à des gens d'ici qui travaillent ici, parce que le cinéma c'est surtout à Paris, de leur permettre de travailler sur ce genre de film. Et c'est vrai que ça a été une belle expérience. Parce qu'on a dit à Olivier qu'on allait tourner 3 semaines à Rennes, il n'était pas très chaud, il voulait tout tourner à Paris. Oui, je voyais le film très ancré dans le réel que j'avais connu à Paris, et 3 semaines en Bretagne. Mais finalement... au bout de 2 jours, tu étais assez conquis. Hein. Oui. Une petite Orval au bateau ivre, et puis voilà, la vie allait mieux. C'était un bonheur de venir tourner ici avec les techniciens bretons. Ça a vraiment bien fait fonctionner entre les techniciens belges et les techniciens bretons. Et puis c'est vrai que on a pu se concentrer pour faire les intérieurs calmement, sereinement, pas dans le speed parisien. Donc non, super. Voilà, donc malheureusement, à part Fabienne Brisset, ma collaboratrice fidèle, qui est là ce soir, tous les autres techniciens sont en tournage dans le sud-ouest, en Bretagne, dans le nord, enfin voilà. Donc ils ont fait leurs armes sur ton film, ils sont partis. Voilà, je laisse maintenant la parole à Olivier et à vos questions. Merci. Vos questions? Olivier, tu as parlé du point de départ, c'est donc une rencontre à Paris. Tu présentes un film et tu te balades du côté de Belleville. Non, là c'était Strasbourg-Saint-Denis en fait. D'accord. Elles sont dans plusieurs endroits à Paris, pas que les quartiers chinois, beaucoup dans les quartiers chinois, mais pas que. Là c'était à Strasbourg-Saint-Denis. Et donc le point de départ, tu pars de là, mais bon, il faut partir de Chine. Donc pourquoi? C'est une région que tu connais bien, d'où elles sont basées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est pas de l'immigration, c'est une immigration économique, elles ont besoin d'argent, mais c'est un choix. Donc moi j'ai vécu à Pékin, la capitale. Je ne connaissais pas trop la région d'où elles viennent. En fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, j'ai découvert leur existence et ce groupe à Paris. Après, j'ai été là d'où elles viennent, j'ai un peu enquêté, si vous voulez, dans cette région-là. C'est vrai que c'est particulier dans le sens où, à la base, le Dongbei, c'est pas une région d'immigration, c'est plutôt une région qui, du temps de la Chine maoïste, c'était une zone ouvrière en fait. Hein. Les Japonais, c'est l'ancienne Mandchourie, donc c'est les Japonais qui s'étaient installés là et qui avaient développé des grosses industries, aciéries et tout ça. Et après la Révolution, les Chinois ont repris ces infrastructures et on venait d'ailleurs en Chine pour travailler là-bas. Donc on avait plutôt une bonne vie, on va dire. On était ouvriers, c'était mieux que d'être paysans. Et voilà. Mais toutes ces grosses structures se sont cassées la gueule, on les a fermées, on a privatisé, cassé les grosses usines en plusieurs petites. Il y a eu un gros bain de sang social, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans le nord de la France, dans le sud de la Belgique. Et à ce moment-là, cette région de plutôt favorisée, on va dire, est devenue plutôt une région où on essaie de partir pour trouver de l'emploi. Trouver de l'emploi ailleurs en Chine, mais aussi, dans ce cas précis, donc, essayer de trouver de l'emploi ailleurs à l'international, on va dire. Je ne sais pas exactement comment ça a commencé, mais c'est très certainement, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, on a fait appel à elle pour devenir nounou. Pourquoi? Parce que, en fait,
la diaspora chinoise qui est venue dans le monde entier, notamment en France, c'est beaucoup des gens du Sud qui sont partis, il y a même de ça plusieurs décennies et tout ça, et ils ont fait leur vie dans leur pays d'accueil, restaurants, supérettes et autres, et aujourd'hui ils voudraient bien que leurs enfants parlent un bon mandarin, pour pouvoir notamment éventuellement avoir des relations avec la mère patrie, éventuellement faire du commerce et tout ça, mais eux-mêmes ne parlent pas un bon mandarin, parce que dans le sud, c'est un autre dialecte, et le mandarin, c'est une langue qui a été uniformisée sur base du dialecte du Dongbei. Donc les femmes Dongbei, elles parlent bien le mandarin. Et c'est comme ça. Donc d'un côté, des gens qui cherchent à trouver des solutions pour avoir un emploi, et de l'autre côté, des gens qui sont en besoin de nounous pour leurs enfants. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais comme vous pouvez le voir dans le film, il y a beaucoup de tensions entre les deux groupes. Il y a aussi beaucoup ils n'imaginent pas la réalité du tout de ce qu'ils vont trouver sur place en fait. Hein. Quand ils arrivent, ils sont vraiment très étonnés de cette réalité. Ils ne voient que l'argent qui est envoyé en fait au pays, et ça a l'air de bien fonctionner, mais voilà, elle tombe de haut, quoi. Question. Et j'ai assez rapidement senti que je ne pouvais pas faire un documentaire de cette réalité-là, parce que avec le tabou et tout ça, j'aurais dû flouter les visages, ça aurait été vraiment spécifiquement sur la parole. Et je me suis dit, bon, on va essayer d'en faire une fiction. Vous aviez quoi en tête en travaillant la lumière et la couleur? Vous aviez quoi en tête en travaillant la lumière et la couleur? Ouais, je ne sais pas si j'avais beaucoup de choses en tête. J'avais plus des idées au niveau de la caméra. Hein, ça, c'était vraiment le découpage, le rapport qu'il devait y avoir entre la caméra et la distance avec laquelle on filmait nos protagonistes. Ça, c'était assez clair pour moi. Une base quand même de plan séquence, dans une idée d'ancrer les moments qu'on filme dans un espace-temps, pas commencer à trop chipoter les choses, découper, monter, recréer du rythme, être plutôt dans un rythme du moment même, en espérant justement ancrer le film dans ce moment-là. Maintenant, à la lumière spécifiquement, ça a été plus le travail de Benoît Dervaux. Benoît Dervaux, donc, qui a été l'opérateur sur ce film, le caméraman sur ce film, et qui est aussi le caméraman des Frères Dardenne, et qui a aussi une pratique documentaire de son côté. On était dans l'idée que la lumière, en tout cas, pouvait nous aider à tirer le film vers un monde plus de fiction. Vous voyez, être plus dans l'intériorité du personnage, se décaler un petit peu de la lumière purement documentaire, juste qui sert à voir. Vous voyez, donc on est arrivé sur quelque chose de peut-être un peu plus poétique, un peu plus travaillé, mais censé rester discret en même temps. Alors c'est une histoire qui est censée se passer il y a de ça quelques années. Hein. Elle a été tournée en 2017. En fait, à l'heure actuelle, la même histoire se passe encore. Donc les premières femmes sont arrivées au tournant des années 2000, 99, 2000. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a toujours des nouvelles qui arrivent dans la même méconnaissance de la réalité qu'elles vont trouver sur place. Donc c'est un phénomène qui continue à exister et qui touche plus ou moins 2 à 3 000
c'est un peu difficile à faire une estimation complète, mais enfin précise, et c'est environ 2 à 3 000 femmes sur la région parisienne. La question que je me posais, c'est que quand vous avez remarqué ces femmes à Paris, comment vous avez pu les aborder? Est-ce que vous avez pris connaissance de leur situation plutôt à travers des gens comme Médecins du Monde enfin des personnes qui sont en rapport avec elles ou qui les aident? Oui, exactement. Donc au début, j'ai effectivement d'abord approché des personnes qui travaillaient avec elles. Donc des sociologues qui en avaient fait l'étude, si vous voulez, parce que c'est un groupe quand même fort, assez petit, mais assez particulier, des femmes, essentiellement les gens du Dongbei, donc à Paris c'est 85% de femmes, et des femmes d'âge moyen, on va dire, entre 35 et 45 ans, c'est quand même assez singulier comme type d'immigration. Donc il y a des sociologues qui s'intéressaient à ça, quelques-uns, hein. Et puis Médecins du Monde, notamment, oui, avec leur programme du Lotus Bus, qui est vraiment centré sur ces femmes Dongbei. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres femmes, des femmes qui étaient sorties de la prostitution. Et puis j'ai rencontré, j'étais aidé aussi, hein, j'avais tout le temps mon assistant Wei Liping avec moi, la productrice chinoise aussi qui est venue, et on a visité les lieux où elles vivent, les lieux où elles travaillent, tout ça s'est fait petit à petit, quoi, jusqu'à rencontrer des femmes qui travaillaient véritablement dans la rue. Voilà. Mais d'après ce que vous dites, elles ne restent pas très très longtemps en France. Et le retour, comment le retour en Chine? Parce que là, en fait, le secret est dévoilé. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une espèce d'omerta en Chine? On ne peut pas savoir comment elles gagnent de l'argent. Oui, c'est complètement tabou, hein. En fait, ici, le secret, effectivement, il est su dans la famille, mais je pense que dans d'autres familles, ça doit être le cas aussi. Mais il ne passera pas la barrière en dehors de la famille, parce que ça se serait trop mal vu par l'extérieur, vous voyez. Donc, c'est ce que je disais, au jour d'aujourd'hui, il y en a toujours des qui arrivent et qui connaissent pas cette histoire. Ils ne voient que l'argent qui est envoyé. Donc là-bas, on croit vraiment que ça fonctionne, que cet argent, et on le gagne en tant que nous. Voilà. Et c'est ça qui attire. Une femme qui part en attire une autre, en fait. Hein. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'ils rentrent tous? Il y a plusieurs cas. Il y a des femmes qui... elles ne sont pas toutes mariées dans une union qui fonctionne. Elles sont plus ou moins toutes mères, hein, parce qu'à l'âge qu'elles ont, en Chine, elles ont toutes plus ou moins un enfant. Mais il y a des divorcées, des séparées. Celles-là, elles cherchent peut-être plus à trouver une solution en France, en se mariant avec un monsieur plus âgé français, excusez-moi, et sortir de la clandestinité comme ça. Mais il y en a effectivement qui rentrent, et généralement elles rentrent une fois qu'elles ont fait assez d'argent, donc environ 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend. Oui, je voulais juste vous remercier pour ce film, parce que il se trouve que j'ai habité pendant plusieurs années au carrefour de boulevard de Belleville et de la Villette, que j'ai vu ces femmes pendant des années, et que je les vois encore d'ailleurs quand je vais dans ce quartier. Il faut savoir que ce sont des femmes qui sont extrêmement méprisées par la population locale, qui est extrêmement cosmopolite à cet endroit, puisque c'est un quartier qui est à la fois black, beurre, tunisien, etc. Il y a vraiment plein de communautés dans ce quartier qui sont extrêmement méprisantes à leur égard. Elles sont aussi méprisées par les habitants, qui les considèrent comme une nuisance forte du quartier, parce qu'elles tapinent évidemment dans les pas de porte, etc. Quand il fait froid et qu'il pleut, elles s'abritent, et personne n'imagine tant soit peu la vie qui les a conduites dans cet endroit. Et je trouve que ce film a une force et une valeur de témoignage qui est tout à fait remarquable, et qu'il nous permettra peut-être
moi en tout cas, et d'autres j'espère, et j'espère qu'il sera vu dans ces quartiers parisiens où elles vivent, de mettre derrière leur démarche quotidienne des fragments de vie qui peuvent, comme le film le fait, leur donner et leur rendre une humanité forte. Merci beaucoup pour votre remarque. Oui, je l'ai aussi fait dans cette démarche de pouvoir essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière des femmes qui font des allers-retours comme ça, quelle est l'histoire qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment une réalité qui est très très présente dans la ville de Paris. Tous les Parisiens ont plus ou moins vu ces femmes au moins une fois. Et dans certains quartiers, c'est très très présent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est leur histoire? Alors que, voilà, c'est pas des femmes qui viennent pour se prostituer, c'est des comptables, c'est des anciennes ouvrières de la chaîne qui, à un moment, voilà, c'est des anciennes comptables. Donc voilà, et qui, à un moment de leur vie, voilà, elles se sont lancées dans l'inconnu en pensant véritablement que ça allait fonctionner, et là elles doivent s'adapter, quoi. Et je pense que le film montre aussi que c'est vraiment, voilà, le passage de la prostitution. Il y a souvent le débat, est-ce que c'est une prostitution forcée, est-ce que c'est un choix? Ici, on voit bien, j'ai fait des débats avec des associations de travailleurs du sexe, etc., qui soulignaient dans le film le fait qu'on voit bien le continuum de contraintes qui fait qu'à un moment, une décision est prise. Mais est-ce qu'on peut parler de choix quand le contexte pèse tellement, vous voyez? Et je pense qu'à travers ce film, oui, c'était leur redonner un petit peu de dignité aussi par rapport à quand on les voit dans la rue comme ça. Mais excusez-moi, ce qui est assez extraordinaire, même très extraordinaire dans votre film, la façon dont vous filmez, c'est que vous nous amenez, nous, spectateurs, à entrer dans leurs pensées. Vous filmez les regards d'une façon, mais c'est magnifique. On a l'impression de pouvoir, en effet, sans qu'elles ne parlent, comprendre leurs doutes. Il y a des doutes terribles qu'elle ressent, cette jeune femme. C'est extraordinaire, la façon dont vous faites sentir ça. Ça, c'est vrai. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu ça le pari de la fiction, hein, c'est de créer cette empathie et cette connexion avec le personnage qu'on suit. Et je crois que c'est aussi c'est la comédienne, hein, ça c'est certain. C'est, je pense, l'écriture aussi qui permet d'arriver à ça. C'est quand même un travail qui a été fait avec 2 autres scénaristes, un Belge et une Chinoise. Et c'est aussi le travail de Benoît Dervaux. Il n'a pas fait qu'une belle lumière, mais je trouve, enfin moi, pourquoi j'ai choisi, c'est pas parce qu'il avait fait les films des frères Dardenne, etc. C'était plutôt pour son travail documentaire, où il filmait, il était réalisateur aussi, il filmait. Et c'était chaque fois des sujets avec des personnages qui étaient très fragilisés, soit socialement, soit ou des fous aussi. Il a travaillé dans une structure pour personnes déficientes mentales. Et la justesse de distance entre la caméra et le personnage qu'on filme, c'est très important, ça, pour justement établir cette connexion. Pas être trop proche, pas être trop dedans, et pouvoir laisser la personne exister par elle-même, mais en même temps pas être trop loin non plus. Il faut quand même être avec elle. Vous voyez, c'est une distance qu'on doit sentir, en fait, et Benoît est très fort aussi pour ça. Oui, bon, moi je voulais juste aborder la question de l'esclavage moderne, parce que finalement, elles sont venues, elles ont pu prendre leur billet grâce à un usurier qui a prêté de l'argent à un taux pas possible. Donc c'est quand même de l'esclavage. Écoutez, c'est pas un cas de traite des êtres humains, hein, dans le sens où, pour arriver en France,
il y a une organisation semi-mafieuse, mais qui ne sert que à assurer leur arrivée en France. Une fois qu'elles sont en France, elles doivent se débrouiller par elles-mêmes, vous voyez? Et elles ne sont pas forcées, c'est elles qui vont solliciter ces organisations pour faciliter l'arrivée en France. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, le Donbass, c'est une région qui est sinistrée. Et donc, l'ambassade de France en Chine ne donne pas facilement de visa à des personnes qui se présentent par elles-mêmes, je veux aller en France. Et ils ont peur que cette personne reste. Donc, ces femmes doivent rentrer dans un groupe de touristes qui fait un voyage au travers de l'Europe, 3 semaines généralement. Donc, elles payent le voyage, mais elles vont payer aussi toutes les amendes que ce groupe va recevoir quand il va retourner en Chine sans une personne. Vous voyez? Et s'il fait ça plusieurs fois, on va leur retirer la licence. Donc il faudra créer une autre structure. Ben, tout ça a des coûts, des intermédiaires, etc. Ça fait environ 12 à 14 000 euros. Okay? Mais avec ça, elles ne peuvent qu'arriver en France. Et là, elles ont cette foi que ça va aller, elles vont se débrouiller, elles vont trouver. Il y en a tellement qui sont partis avant eux et ils envoient de l'argent. Et voilà, elles tentent le coup, elles sautent véritablement dans l'inconnu. C'est des femmes très courageuses, hein, parce qu'elles ne parlent pas le français, elles ne connaissent pas notre culture et elles y vont, quoi. Hein. Donc, ce n'est pas un cas de traite des êtres humains. Évidemment, il y en a de la traite des êtres humains chinoises qui s'occupent de prostitution, etc. Mais ils mettent le grappin sur des jeunes filles de 20 ans qui font travailler, et ça, ce n'est pas des passes à 25, 30, 40 euros, hein, c'est 150, 200, 250. C'est beaucoup plus d'argent, vous voyez. Ici, on est dans de la prostitution pour pauvres. Hein. Monsieur expliquait que c'était un quartier très multiethnique. Ben oui, leurs clients, c'est souvent des migrants comme elle, hein, ou des personnes beaucoup plus âgées. Mais c'est vraiment en bas. Ouais, c'est prostitution pour pauvres. Moi, je voulais savoir, pour la partie chinoise, comment s'est passé le tournage là-bas, comment ça a été accueilli par la population et par les autorités, parce qu'un sujet pareil, je pense que c'était pas forcément une volonté du gouvernement chinois que de promouvoir ce genre d'image. Le tournage s'est très bien passé, mais pourtant on n'avait pas d'autorisation. Donc on n'a pas demandé l'autorisation de tournage parce qu'on n'aurait pas pu la recevoir. Donc on a préféré ne pas la demander pour ne pas avoir de problèmes. Mais j'ai vécu là longtemps, il y avait une productrice chinoise, et on a tourné dans un endroit qui est une petite ville du Liaoning, et on connaissait des gens là sur place qui eux-mêmes connaissaient des gens. Et en Chine, c'est comme ça. Il faut avoir le petit bout de la ficelle, on tire, et puis il y a toute la Chine qui vient avec. Donc, en fait, on était un petit peu protégé par un réseau de connaissances, si vous voulez. Et puis, il faut bien se dire que le gouvernement chinois ne censure pas à la production. S'il y a une caméra en rue, c'est pas pour ça qu'il va y avoir directement une voiture de flic qui va demander... surtout pas là-bas, vous voyez, peut-être plus dans des endroits plus sensibles ou dans les grandes villes, mais là on était vraiment relativement tranquille pour tourner. Maintenant, on ne l'aurait pas eu, pas probablement pour les raisons, enfin c'était pas lié à la prostitution, à l'image de prostituée, etc. C'était plutôt parce que le gouvernement chinois ne pouvait pas. Et ils n'acceptent pas les films qui présentent des personnages qui, à un moment dans leur vie, pensent que pour un avenir meilleur, ça passe par un voyage à l'étranger. Il a une conception très paternaliste de son rôle et il doit assurer le bonheur pour tous les Chinois, mais en Chine, quoi. Mais ceci dit, donc, vu qu'on n'avait pas d'autorisation de tournage, on n'a pas de visa de censure non plus, donc il ne va pas pouvoir sortir dans les salles là-bas. Mais lors de la sortie belge, le film a été piraté et il se retrouve maintenant sur des sites de streaming
chinois, et où il fait énormément de vues. Donc je suis quand même content qu'au final, ça soit quand même le pays du monde où il soit le plus vu, quoi, hein, ça me semble. Même si, voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi, ce film, je ne pense pas qu'il faut être cynophile, intéressé par des questions de prostitution, ou spécialement cinéphile. C'est une histoire qui peut vraiment, je pense, toucher tout le monde, mais néanmoins, que ça soit vu en Chine, c'est important. Et les actrices, elles disent Tu peux nous dire quelques mots sur l'actrice principale, notamment? Quelques mots sur l'actrice principale? Eh bien, l'actrice principale, donc, c'est une comédienne qui est reconnue. Elle a participé à de nombreux films. Vous l'avez peut-être vu récemment dans un film qui s'appelle So Long My Son, qui est sorti, donc elle a joué dedans. Et elle a fait des films pour Loyer aussi, avec qui elle a été à Cannes. C'était des seconds rôles à chaque fois. C'est son premier rôle principal. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit, et je pense que c'est vrai, mais elle n'a pas un physique de jeune première chinoise. Vous voyez, elle est très grande, même au niveau du visage, etc. Ça la limite un petit peu dans les rôles ils sont très producteurs, réalisateurs, ils sont un peu formatés beaucoup. Mais voilà, donc c'est une actrice, une ancienne danseuse, qui est vraiment une actrice, enfin vous l'avez vu, hein, une super actrice. Son mari, c'est un acteur aussi très connu depuis longtemps, il a été connu à 20 ans, maintenant il en a plus de 40, mais dans le milieu évidemment du cinéma d'auteur, hein, on n'est pas dans les gros films commerciaux. Mais tout le dortoir, c'est des femmes que j'ai trouvées lors d'un casting à Paris. Donc c'est des Chinoises, mais de Paris. Et un groupe donc, qui vient vraiment d'horizons très divers. Hein. Il y a vraiment une qui a vraiment le parcours de l'immigrante d'Hongbei, d'autres qui sont mariées à des Français, certaines qui ont une expérience de film avant, une petite expérience, d'autres pas du tout. Il y a la sœur aînée, elle est metteuse en scène de théâtre, elle a travaillé pour le théâtre des armées en Chine avant de partir et de venir en France. Voilà, c'est un groupe qui s'est monté comme ça, qui est très hétérogène à la base et avec qui on a travaillé et ça a créé le dortoir que vous avez vu. Justement, sur ce dortoir, parce que je trouve que c'est assez beau dans le film, cette sororité, on peut dire, enfin, je sais pas, cette entraide entre ces femmes-là et ce qui se passe, ce soutien psychologique entre elles. Et ça, je voulais savoir si c'était pour nous rendre le film un peu moins glauque ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a été rapporté pendant les repérages? Non, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer. Je crois que c'est un réflexe un petit peu normal, je veux dire, dans un environnement qui est tellement hostile. Je veux dire, là, Paris, pour des personnes sans papier, qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont pas une thune, c'est extrêmement hostile.